Nous poursuivons avec le débat numéro 3, du prix du produit de santé à la valeur du résultat. Et j'appelle Laurence Contarassu, Pierre-Yves Joffard, Guillaume Leroy et Valérie Paris. Le modérateur sera Jean-David Zaitoun. Celui-là. Comme ça. On est bon. Bonjour, merci à tous d'être ici. Donc, merci d'être là pour cette nouvelle table ronde donc, qui va essayer de discuter des relations entre le prix des produits et la valeur des résultats obtenus. Donc là, il y a quelques semaines, la firme Novartis, donc, qui est un des plus gros laboratoires pharmaceutiques mondiaux, a annoncé que l'Agence du médicament avait approuvé un nouveau produit qui est une thérapie cellulaire d'un nouveau genre. Donc il faut savoir pour tout le monde que 99% des produits qu'on va chercher en pharmacie ou qu'on reçoit à l'hôpital ne sont pas des thérapies cellulaires mais des thérapies moléculaires. Et ça, c'est une nouvelle thérapie cellulaire où on va capturer les cellules du patient atteint de leucémie, les traiter pour les reprogrammer et ensuite les réinjecter au patient pour neutraliser la maladie qui, sinon, évidemment, est mortelle. Donc Scott Gottlieb, qui est le patron de l'agence du médicament américaine, qui est connu pour avoir exercé des fonctions mineures à la FDA, mais aussi pour avoir travaillé pour des fonds d'investissement. Et Scott Gottlieb est connu aussi parce qu'il a eu un cancer il y a une dizaine d'années, donc ce n'est pas une donnée neutre, a déclaré que c'était une des plus grandes innovations depuis les 10 dernières années et que l'agence était fière d'approuver ce produit. Il y a d'autres produits qui sont en ce moment en préparation avant autorisation de mise sur le marché. Et les analystes anticipaient que, compte tenu du résultat extraordinaire qui avait été obtenu par ce traitement, le laboratoire allait pouvoir obtenir un prix compris entre 600 000 et 750 000 $ par patient pour quelques mois de traitement. Et Novartis a été très raisonnable puisqu'ils ont annoncé que le prix était de 450 000 $ par patient pour quelques mois de traitement. Alors, il y a déjà des traitements qui sont à ces niveaux-là dans la mucoviscidose. Donc, c'est un prix qui est en soi assez élevé. Alors, Valérie Paris, est-ce que vous trouvez que ça a de la valeur comme produit? Est-ce que vous trouvez que ça mérite 450 000 dollars, mais donc euros par patient? Oui, Novartis. Alors, la valeur du produit ne fait aucun doute. En plus, c'est un traitement assez court et qui guérit les patients. Donc, il a un certain nombre d'avantages. Maintenant, je ne peux pas me prononcer sur l'adéquation du prix à la valeur du produit. Et même des gens qui sont spécialisés dans le domaine, comme Peter Bach, qui est un oncologue assez reconnu, a dit que, compte tenu des données disponibles sur le produit aujourd'hui, il ne savait pas s'il était 6 fois trop cher ou s'il pourrait être deux fois plus cher. Si vous me permettez, j'aimerais revenir quelques minutes sur le concept de valeur en santé. Parce qu'en fait, on a deux concepts un peu concurrents. Alors, on a de multiples définitions de la valeur, mais on a quand même deux concepts concurrents, enfin, qui coexistent et qui sont utilisés de manière différente. D'abord, la valeur, c'est bien une mise en relation des résultats par rapport aux coûts engagés. Depuis les années 90, et ça s'est beaucoup développé, l'évaluation médico-économique est utilisée dans beaucoup de systèmes de santé pour prendre des décisions sur la couverture des biens ou des interventions de santé avec des conceptions différentes. Au départ, on a une conception qu'on appelle extra-welfariste où on met en avant les résultats en santé. Et typiquement, on calcule des coûts par quali, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est la survie du patient ajustée par la qualité de vie, et puis on rapporte ça au coût incrémental, tout ça par rapport à un comparateur, et puis en principe, on a une valeur seuil ou des valeurs seuil à l'esprit pour déterminer combien on est prêt à payer pour ces bénéfices incrémentaux. Cette évaluation, elle est utilisée dans certains systèmes pour les interventions, mais quand même, elle concerne beaucoup le médicament. C'est de loin l'intervention en santé la plus évaluée et à laquelle on applique ce principe avec beaucoup de difficultés pour définir les prix. Je reviendrai tout à l'heure, si vous voulez, sur ce concept de valeur.
On a, d'un autre côté, une approche plus managériale, qui est plus récente, portée par Michael Porter notamment, qui est exactement ce qu'on a décrit, ce que les intervenants ont décrit dans la table ronde précédente, c'est-à-dire qu'on mesure les résultats en santé des organisations qui fournissent des soins et on compte sur la concurrence pour que les plus performantes fassent avancer le système de soins vers plus de valeur. Et là, on mesure des résultats de manière multidimensionnelle. On a des résultats, des indicateurs de qualité en termes de processus ou en termes éventuellement d'évaluation par les patients, de leur expérience ou de la manière dont ils fonctionnent après l'intervention. C'est ce qui a été aussi décrit dans la table ronde précédente. Mais pour les interventions qui mobilisent beaucoup de ressources humaines et un peu de capital aussi, la rémunération reste quand même très basée sur le coût de production. Et on ajuste seulement la rémunération en fonction des résultats, avec un bonus ou parfois un malus, ou alors on conditionne le versement de la rémunération de l'organisation qui produit les soins en fonction du résultat obtenu. Mais on ne fixe pas le prix de l'intervention en fonction des résultats, ce qu'on essaie de faire dans le domaine du médicament. Alors, OK pour moi. Donc, juste pour ceux qui regardent, Michael Porter, il a plutôt travaillé sur les processus de soins et très peu sur les médicaments. Absolument. Alors que Peter Bach ne parle que des médicaments et sa femme est morte d'un cancer. Depuis, il ne s'intéresse que à ça. Donc, vous avez parlé des processus de soins et des médicaments. Laurence Contarassus, dans le dispositif médical, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une ou les deux approches qu'a dessinées Valérie Paris qui sont en train de coexister? Alors, la réalité, c'est que dans le dispositif médical, à ce jour, le prix, pour nous, c'est le prix de l'ancien produit, c'est une négociation avec le CEPS. Si on n'est pas dans une innovation, si on est dans une innovation où il n'y a pas grand-chose à changer, où il n'y a pas d'innovation organisationnelle, on a nos chances. Si ce n'est pas le cas, on est mort et on a 10 ans de négo qui n'en finissent jamais. C'est pour ça que nous, très clairement, on travaille maintenant, comme l'a dit Valérie, sur le concept de la valeur en santé, parce qu'on se dit que c'est certainement une chance. Pourquoi ? Parce que si on se focalise sur le résultat qui importe aux patients et si on se focalise sur l'impact aussi que ça a dans le système de santé, c'est certainement une chance pour notre système de sortir, j'allais dire, de la glu dans laquelle on est. Parce que la réalité, demander à toutes les petites sociétés, et même pour nous qui avons une taille plus importante, comment est-ce qu'on fait pour mettre un produit innovant sur le marché à ce jour, c'est juste une galère énorme. On a beaucoup parlé de qualité aussi tout à l'heure. Donc, nous, on se dit, on peut passer du prix à la qualité. La qualité, c'est quoi en France? Et là aussi, on l'a dit à la table ronde de tout à l'heure, c'est cocher des cases. Est-ce que je suis bien passé de la bonne chambre au bon couloir? Est-ce que j'ai mangé les bonnes pommes? C'est pas ça, la qualité. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que et ça fait vraiment écho à la table ronde qu'on a vue tout à l'heure, et Carole Avril qui disait oui, mais comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est que maintenant, on se dise qu'on va réussir à travailler tous ensemble. Et dans le cas du diabète, c'est vraiment une maladie chronique. Il faut tous qu'on se rappelle qu'en 2025, un quart des Français, pour revenir dessus, seront atteints d'une maladie chronique. Soit on peut se dire qu'on continue ce paiement à l'acte pour toutes les pathologies, soit on peut se dire qu'on va intégrer d'autres solutions. Et certainement, là aussi on l'a dit dans la table d'avant, que le financement peut être vraiment aidant à favoriser une nouvelle prise en charge. Et avec la valeur en santé, si on intègre justement les résultats qui importent pour le patient, si on réfléchit à un parcours différent, on va pouvoir trouver des clés, et peut-être des clés aussi qui vont coûter moins cher. Je vais prendre un exemple, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus parlant. Et il y en a un qui est très simple, parce qu'on a tous dans la salle des patients, des amis, des connaissances qui sont atteints d'obésité morbide. Comment est-ce qu'on traite un patient atteint d'obésité morbide à ce jour? Déjà, le regard, il n'est pas très positif. Ensuite, on va l'opérer. Alors, plein de discussions, en effet. Est-ce qu'on fait trop de chirurgie bariatrique en France ? Alors, il faut dire qu'on est passé en France de 10 000 à 65 000 mais opérations bariatriques. Mais est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est le sujet? Le sujet, c'est est-ce qu'on soigne ces patients? Alors, la chirurgie bariatrique, c'est efficace. Et je vais continuer. La réalité, c'est qu'après 1 an, on a perdu un patient sur 2. Est-ce qu'on peut vivre dans un pays aussi bien
quand on perd un patient sur 2 et on sait qu'il faut 7 ans. Et qu'est-ce qui est important pour le patient? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que ce qui est important pour le patient, c'est qu'il puisse ne plus être obèse, qu'il puisse retourner travailler, qu'il puisse avoir un regard positif, justement, de ses enfants et des amis de ses enfants. Et là, on doit se focaliser là-dessus. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que vous, en tant qu'industriel, vous êtes prêt à plus participer au parcours du patient pour garantir que le résultat que vous promettez va être obtenu, mais qu'à la fin, vous voulez un supplément de rémunération, ou en tout cas maintenir vos prix pour au moins avoir fait cet effort. Ce n'est pas du tout une critique. On n'est pas du tout dans le supplément de rémunération. Nous, ce qu'on a fait, justement, on a créé un think tank qui s'appelle Cercle Valeurs Santé. Et ce qu'on propose déjà, parce que je crois qu'on a vu à la table d'avant, c'est qu'il faut faire de la communication. Parce que quand on parle de sujets déjà où on n'est pas aligné, ça ne fonctionne pas. Alors, on parle de prom, d'outcome. En fonction de qui on est, dans le domaine dans lequel on travaille, on est complètement perdu. Donc, je vous invite à aller télécharger ce qu'on a appelé un manifeste. C'est volontairement un peu agressif dans le mot. Et voir ce qu'on propose. Et déjà, on l'a francisé pour qu'on parle de la même chose. Et puis, surtout, ce qu'on propose, c'est qu'on se mette en action. Donc, on est très bon. Et quand on travaille pour une société américaine, c'est le premier reproche qu'on a. En général, c'est que vous êtes très beau pour parler les Français, mais ça serait bien d'agir. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on identifie quelques parcours sur lesquels on peut travailler ensemble, tous les acteurs, qu'on trouve un moyen d'avoir un financement spécifique, parce qu'il y a un moment, on ne peut pas non plus supporter en tant qu'industriel tous les financements possibles pour essayer. Donc on travaille ensemble, on met quelques parcours, on peut faire des erreurs, on a le droit de se tromper et on corrige. Voilà. Pierre-Yves, à l'école d'économie, tous les économistes de la santé sont en action pour faire ce que dit Mme Contarassus. Oui, enfin, ils sont ou ils le seront bientôt. Mais c'est vrai que je reviens dans votre introduction. Vous avez mentionné, vous avez parlé de la valeur estimée de ce nouveau produit. Vous avez parlé du prix qui avait été négocié. Vous n'avez pas évoqué le coût de production. Et ça, c'est justement intéressant, parce que c'est ça le changement de paradigme. En même temps, quand on discute de ces questions du prix des médicaments, la plupart du temps, ce qu'on entend, c'est des gens qui disent « Oui, mais attendez, le coût de production est très faible, ils sont en train de vendre un produit. » Par exemple, c'est un problème, ça? Ils le vendent en Égypte, c'est vendu 500 €. Aux États-Unis, c'est vendu 90 000 $. Donc, ça montre bien qu'il y a... Et ça, il faut vraiment changer. Non, il faut changer de cette logique. Cette logique-là, d'appuyer le prix sur le coût, ce qu'on appelle le cost plus, hein, c'est-à-dire une estimation du coût, et puis ensuite une marge raisonnable, une marge juste, une rémunération juste et équitable des efforts d'innovation, etc. Cette logique-là, elle est mauvaise. Elle est pas bonne. Elle donne des mauvaises incitations. Et toute l'idée du value-based pricing, c'est de sortir de cette logique-là. C'est-à-dire qu'on s'en fiche du coût de production. S'il y a un labo qui innove avec un produit qui apporte énormément de bénéfices, qui apporte énormément de valeur. Alors après, quelle valeur, pour qui, etc. Il faut revenir. On va en reparler après. On va en reparler, j'imagine, j'espère. Mais si ça apporte énormément de valeur à la société, même si ça coûte rien ou très peu à produire, eh ben, il faut le payer cher. Donc tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Et réciproquement, si le médicament, le nouveau médicament, etc., apporte pas grand-chose, parce que ça existe aussi, des innovations qui n'apportent pas grand-chose. Et si ça coûte très cher à produire, eh ben, il faut simplement dire non, c'est pas grave, on va pas. Bon, bah, tant pis, ça coûte très cher à produire, vous avez innové, vous avez une nouvelle chose, mais ça apporte tellement peu de valeur qu'on ne va pas payer pour ça, même si le coût de production est élevé. Donc il faut vraiment changer ça. Mais ça veut dire un basculement complet, enfin un rééquilibrage complet des risques. Ce rééquilibrage. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la valeur. Guillaume, on parle beaucoup plus de la valeur. Alors je crois il y a plein de questions à se poser. C'est-à-dire comment on définit la valeur, pour qui, etc. Comment on révise également la valeur. Parce que la valeur qu'on va estimer, la valeur de 600 000 $ qu'on estime pour ce traitement, elle est estimée avant la mise sur le marché. Ouais, sur un essai clinique ou de sur quelques dizaines de patients. On va avoir des surprises. En vie réelle, on va apprendre des choses. Il faut savoir que la même semaine, Selectis, qui est donc une biotech française qui existe depuis 20 ans et qui a toujours perdu de l'argent, qui est considérée pour autant à juste titre comme un fleuron de la biotech française, a suspendu un essai clinique parce qu'avec un essai clinique similaire, ils avaient eu un mort. On leur a obligé d'arrêter l'essai. Donc le risque est majeur. Il faut pas. Voilà, faut le dire. Mais il y a aussi la question de la révision de la valeur en fonction des informations qu'on apprend dans la vie réelle du médicament. Et ça, c'est tout un changement c'est un énorme changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut admettre aussi qu'il y ait des réévaluations systématiques, évidemment pas tous les 2 jours, mais pour réévaluer ça et changer les conditions de rémunération, les conditions de prix. Et ça veut dire un changement complet de la répartition du risque entre les professionnels, les producteurs, les patients et les autorités de financement. Guillaume Leroy, vous venez d'arriver à la tête de Sanofi France.
Ce sera dimanche. Ah, pardon. Bon, Ce sera dimanche, le 1er octobre, Bon, parce qu'il fallait passer par Cham avant de prendre le Très bien, tout le monde le savait. L'industrie a beaucoup dit dans le passé que les coûts de production étaient une raison pour laquelle les prix étaient élevés. Et Pierre-Yves nous dit qu'il faut arrêter de dire ça. Alors moi, je voudrais vous partager un rapport d'étonnement, parce que comme j'ai passé 20 ans à l'étranger ou pour l'étranger, quand on rentre en France, comme je viens de le faire, il y a quelque chose qui m'impressionne. D'abord, on a un très bon écosystème de santé, je crois qu'il faut en être convaincu. On a tendance à se plaindre. Quand on regarde nos indicateurs de santé, ils sont plutôt très bons. Quand on regarde nos capacités de recherche fondamentale en France, on a quand même 3 des 10 premiers centres de recherche fondamentale au monde qui sont sur le territoire français. On a un réseau hospitalo-universitaire de qualité avec des médecins et des professionnels de santé les mieux formés dans le monde. On a 22 000 pharmacies, pas uniquement pour distribuer du médicament, mais bien aussi pour donner de proximité aux patients, de l'information et ce point de rencontre entre le patient, sa maladie, son médicament en face d'un professionnel de santé. C'est important. Donc on a un très bon système de santé, mais je fais une observation, c'est que quand on parle au patient qui perçoit la valeur, puisque lui-même il est directement sensible à la valeur, puisqu'il sera guéri après son hospitalisation ou soigné après son traitement, il n'a pas du tout la notion du coût, du prix. Alors, il y a une Et puis quand on parle au payeur... Vous avez vu cette étude qui a été publiée notamment dans le Figaro il y a 10 jours, qui dit que 85% des patients sous-estiment le prix des traitements. Mais complètement, ils n'en ont même plus accès au coût de la journée qu'ils ont passée à l'hôpital ou au coût du traitement qui leur a été dispensé. Et puis de la même manière, au même moment, le payeur voit le médicament ou les dépenses de santé en général uniquement comme un centre de coût. Donc d'un côté, on a un payeur qui est concentré sur le coût pour des raisons économiques, et on ne peut pas ignorer l'économie française, et donc il y a des contraintes, et on sait très bien que l'économie du médicament ne permet pas d'absorber la croissance démographique, l'innovation qui est à disposition des santé, et donc il se concentre sur la gestion de son enveloppe budgétaire, et on connaît les difficultés de passer d'une poche à une autre, les problèmes de fongibilité des enveloppes. Donc on a finalement deux réalités qui ne se parlent pas, d'un côté la gestion du coût, qui est essentiel, de l'autre côté la perception de la valeur, sans le coût associé. Donc moi, par rapport à tout ça, évidemment, le sujet valeur est essentiel, et on va y revenir, mais je voudrais introduire une notion de valeur citoyenne. La valeur citoyenne du médicament, c'est quoi? C'est évidemment, tout le monde est d'accord dans cette salle, la valeur médicale. On est là, avant tout, pour apporter des solutions de santé pour soigner ou prévenir des maladies infectieuses ou chroniques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de valeur qui est essentiel, et on est tous à peu près convaincus dans cette salle, c'est la valeur pour le système de santé. Tout ce qui va apporter de l'efficience au système de santé a une très grande valeur, même si pour le patient, il est soigné de la même manière. D'accord ? Et ça, c'est important. Toutes les innovations qui apportent les réductions d'hospitalisation, elles ont une très grande valeur pour notre système de santé. Les innovations qui apportent de la prévention, elles ont une très grande valeur. Mais ce n'est pas suffisant. La valeur citoyenne, c'est quoi? C'est aussi la valeur qui va générer de la croissance économique dans notre pays pour financer notre système de santé. Et là, l'écosystème français est extraordinaire en termes de recherche et développement. Et donc, l'économie du savoir est une première source de valeur. La propriété intellectuelle, les efforts de recherche et développement, c'est essentiel. Et puis, la valeur économique par l'emploi. Et là, le médicament a un levier extraordinaire. Parce que non seulement il cherche en France, il produit en France, mais en plus, il exporte. Je vais vous donner un chiffre pour Sanofi. Quand on vend 1 euro de médicaments sur le territoire français, on investit 1,2 euros la même année pour la recherche et le développement. Et on exporte 6 euros dans le monde entier. Voilà un effet de contribution citoyenne du médicament, et pas seulement dans les autorités centralisées à Paris, mais dans toutes les provinces de France. Alors, vous savez le nombre de sites est extraordinaire, et l'empreinte sociétale de notre industrie est extraordinaire. Et le maillage avec les universités et les centres de recherche, c'est ça qui fera l'innovation de demain. Alors, quand les industriels disent ça, vous savez que souvent, ce qu'on leur répond, c'est qu'il faut distinguer la politique de santé et la politique industrielle. Et c'est une chose de favoriser l'industrie en soi. Mais non, mais je formule une objection qui n'est pas la mienne, mais qu'on... C'est à l'heure, 2 médicaments sur 3, en ce qui nous concerne, vont naître de la biotechnologie. La biotechnologie, par définition, c'est une transformation complète du métier, depuis la recherche, depuis la partie industrielle, depuis la régulation elle-même. Un produit biologique n'est pas comparable avec un produit chimique. C'est une manière complètement différente de travailler. Et puis l'innovation de demain, ce n'est pas uniquement la molécule ou la boîte de médicaments. L'innovation de demain, c'est la solution de santé qui va intégrer un certain nombre de composants en plus des médicaments. On a beaucoup parlé ce matin de digital, d'information, l'accompagnement du patient pour réguler son traitement, pour prendre en charge son diabète en fonction des systèmes d'information et des molécules disponibles. Voilà
comment on fait évoluer la santé, et voilà comment on gagne de l'efficience, et on évite une hypoglycémie nocturne ou une réhospitalisation pour une maladie avec un mauvais suivi. Valérie Paris, Monsieur Leroy parle donc de gains d'efficience grâce aux médicaments pour le système de santé. Donc vous qui mesurez très souvent les différents indicateurs à la fois de santé et d'efficience, est-ce que vous avez l'impression que quand les industriels disent qu'on va gagner de l'efficience grâce à un médicament, les payeurs et souvent donc les États arrivent à faire ces gains d'efficience, ou est-ce que en fait le système est trop visqueux et que ça n'arrive pas? C'était une question difficile, mais c'est vrai que beaucoup de médicaments apportent beaucoup aux patients, au système de santé en termes d'efficience. On mesure par exemple qu'une meilleure adhérence au traitement pourrait économiser beaucoup d'argent au système de santé. Il y a plusieurs études d'IMS sur la France ou sur les États-Unis qui montrent ça. Économiser des hospitalisations et aider les patients à contrôler leur maladie. Maintenant, ça repose la question du juste prix du médicament. Sur laquelle peut-être il est intéressant de revenir, parce qu'en France, on est resté sur une négociation CEPS qui ne se base pas, qui peut tenir compte de l'évaluation médico-économique qui est obligatoire pour un certain nombre de médicaments aujourd'hui, mais qui malgré tout ne se base pas entièrement sur cette information pour négocier le prix. Et qui s'arrête à la valeur médicale. Et qui ne va pas à la valeur citoyenne en fonction de la recherche et le développement. Pour un produit développé en France, ça n'a pas d'importance. Oui et non. Non, c'est-à-dire que du point de vue de l'efficience du système de santé, je pense qu'il ne serait pas légitime de compter les emplois en France ou etc. pour fixer le prix d'un médicament. Maintenant, d'une manière... Vous n'êtes pas d'accord avec vous, hein. Non. Mais la loi, non, bien sûr. Je ne suis pas d'accord. Maintenant, quand on fixe le prix d'un nouveau médicament breveté qui arrive, on ne cherche pas nécessairement à obtenir le plus bas prix possible, puisque nos payeurs sont malgré tout conscients que si on veut entretenir un système privé d'innovation qui repose sur les brevets et sur la possibilité de charger un prix de monopole, au moins jusqu'à l'arrivée de concurrents, c'est nécessaire pour que les investissements continuent. C'est là que le prix qu'on accorde joue un rôle important en termes de signal. C'est-à-dire quelles sont les innovations pour lesquels nous sommes prêts à payer et combien. Et ce signal, il est assez important puisqu'on voit qu'il a la possibilité de guider les investissements des entreprises pharmaceutiques. On a aujourd'hui des développements très importants en oncologie et dans le domaine des médicaments orphelins, notamment puisque dans les années récentes, on a signalé par nos comportements, et pas seulement la France, qu'on était prêt à payer des prix très élevés en oncologie et pour les médicaments orphelins. Donc c'est très important. Il y a peut-être un aspect sur lequel on peut revenir un peu plus tard aussi, si vous le souhaitez, c'est les accords de performance, puisque là aussi, j'ai lu que Novartis, donc au-delà de son prix... rembourserait le produit pour les patients non guéris. Voilà, proposait aussi de rembourser le produit pour les patients non guéris. Ce sont des types d'accords qui se développent. Il y a nous, on a un peu analysé cet aspect, on voit un certain nombre d'opportunités, mais aussi de limites, et si vous souhaitez, on peut en reparler. Alors je vais juste demander à Mme Contarasius, Valérie Paris disait que quand on fixe un prix, on envoie un signal aussi à la firme mondialisée pour lui dire « regardez, on vous traite bien ». Est-ce que vous avez l'impression en France, quand vous parlez avec votre global, que vous êtes bien traité ou maltraité ? Alors, je vais prendre deux casquettes. Non, globalement, on a vraiment l'impression d'être très maltraité, soyons très clairs. Et je vais reprendre le point de Guillaume. Il faut quand même se rappeler qu'en France, il y a 80% des sociétés qui sont des PME-PMI. Là, je prends ma casquette SNITEM du syndicat du dispositif médical. Ce qui est pratiquement la plupart de ces sociétés, quand on disait il n'y a pas de lien, on ne veut pas en faire, la plupart de ces sociétés, souvent, vendent beaucoup plus à l'étranger qu'en France, tellement le système est long, complexe et peu innovant. Si elles vendaient plus en France, elles vendraient encore plus à l'étranger, et la mathématique, elle est très simple. Ils emploieraient beaucoup plus, donc ils créeraient de l'emploi. Donc il y a un lien. Ça, on peut pas, il faut arrêter de dire il n'y a pas de lien, il y en a un. Le deuxième, oui, on est maltraité. La réponse est oui, parce que... je vais prendre un exemple parce qu'il est très au goût du jour et on est en pleine négociation. Il y a
dans le monde du diabète, il y a des patients qui font des hypoglycémies sévères, qui sont des patients sous pompe. Nous, on a un dossier sur lequel on concerne 6000 patients, c'est une toute petite cohorte, avec lequel on n'arrive pas du tout à trouver de solution avec le CEPS. Alors peut-être que quelqu'un m'entendra dans cette salle et qu'on m'appellera la semaine prochaine en disant tout va mieux. C'est pour ça que vous êtes venu? Pas du tout. D'accord. Pas du Est-ce tout. qu'il est produit en France? Non, mais c'est juste, on est en discussion de prix, où le coût, là, très clairement, et je ne vais pas vous le cacher, on est sur un coût très nettement inférieur à tous les autres pays du monde, où on ne peut pas, parce que de toute façon, on perd de l'argent, donc on n'a même pas le droit de le faire, et on n'arrive pas à trouver une solution en se disant qu'est-ce qui est important. On est en train de parler de 6000 patients, on va permettre à ces patients de ne plus faire d'hypoglycémie sévère, de gérer certainement leurs hyperglycémies, de favoriser la boucle fermée dont tout le monde parle, mais qu'on ne sait pas comment on mettra sur le marché, parce que de toute façon, on n'a pas de système pour le moment pour la mettre sur le marché. Et on est en négociation complètement obtus. Donc oui, dans ce cas-là, on nous traite mal. Par contre, il y a aussi des fois, pour revenir sur les accords de performance, on va trouver des solutions. Et là, il y a des bons exemples. Je dirais, quand on veut, on peut. On a, par exemple, des neurostimulateurs où il y a un accord, il dure 9 ans. S'il ne dure pas 9 ans, on redonne de l'argent. Donc ça, c'est un risque sharing. Et je pense qu'on pourrait aussi continuer à développer plus ce type d'approche. Il y a risque sharing, il faut prendre des risques et je pense qu'on peut en prendre ensemble. On a par exemple des produits où on est capable de démontrer que les patients vont utiliser, avec tout ce qui est holter implantable, moins d'anticoagulants. On peut faire un accord et se dire si les patients ont utilisé moins d'anticoagulants, eh bien on sera payé à ce prix-là. Si ce n'est pas le cas, on va redonner de l'argent. Et ça, on est tout à fait ouvert et toutes les sociétés sont ouvertes. Moi, je voudrais rebondir sur cette notion de risque. Qu'est-ce qui coûte cher dans l'innovation médicale? Un, c'est le risque lié aux aléas de l'innovation, puisque par définition, on est dans l'innovation, pas dans l'expertise, d'accord? Donc il faut tester beaucoup de projets qui n'aboutissent pas pour trouver finalement une solution. Et le deuxième point, le deuxième élément essentiel du coût du développement, c'est la notion de temps. D'accord ? Et c'est vrai que les contraintes sont de plus en plus importantes, et c'est normal pour avoir toutes les données d'efficacité et de safety, même si les big data vont apporter considérablement d'informations sur le produit une fois qu'il sera sur le marché. Cette notion de temps, elle est extraordinairement longue. Il faut 1 an pour développer une télévision, 5 ans pour développer un avion, et 15 à 20 ans pour développer une molécule. J'ai travaillé sur le vaccin contre la dengue. On a mis 22 ans avant de le mettre sur le marché. En sachant que les premières recherches, c'était il y a 40 ans. Exactement, voilà. Donc cette notion de temps est essentielle. Et là, on est dans le plus grand gaspillage de valeur aujourd'hui à cause du temps. Comment expliquer qu'un produit, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe, va passer 12, 18, 24 mois avant d'être sur le marché, alors que ce produit était disponible déjà pour un patient. C'est insupportable pour le patient, parce qu'une fois encore, en service médical rendu, le patient n'a pas le temps d'attendre une négociation ou des aléas sur des calculs et des méthodes de calcul. Ça, c'est le premier point. Il faut penser au patient. Et deuxième point, si on peut gagner 1 an, parce que de toute façon, il ne faut pas rêver, on est dans une enveloppe budgétaire qui est fermée. D'accord ? Donc on pourra justifier toute la valeur du monde. À la fin de la fin, on n'aura pas les moyens d'aller forcément plus loin que l'enveloppe budgétaire. La seule chose qu'on peut faire très vite, tous ensemble dans cette salle, c'est de gagner du temps. Et si on gagne du temps dans nos choix, dans nos révisions, dans nos décisions, on mettra le produit, globalement, le portefeuille de produits à venir des 10 prochaines années, 1 an plus tôt sur le marché. Les gens seront mieux soignés, les gains d'efficience pour les systèmes de santé seront observés, la valeur citoyenne du produit sera confirmée puisqu'on aura fait travailler nos chercheurs français qui sont réputés et nos usines, et je suis désolé, j'y suis très attaché, parce que je suis un citoyen français, donc ça c'est important. Non, mais moi aussi. Et puis ces 2 ans de commercialisation, c'est une remise extraordinaire pour le coût. Donc le PDUFA aux États-Unis, alors c'est une abréviation anglaise, hein, donc elle peut être traduite, le PDUFA qui fait que vous reversez des honoraires à la FDA pour qu'elle se bouge et que ça aille plus vite, ce qui marche d'ailleurs, puisque en moyenne les médicaments et les produits sont autorisés plus vite. Ça, si on fait ça en France, vous savez pas, vous êtes prêt à payer pour on cite les États-Unis, mais je peux vous donner plein d'exemples dans les pays émergents, et le vaccin contre la dengue est un très bon exemple. Jamais on n'aurait pu mettre 22 ans de recherche au service d'une maladie qui touche les pays sous-développés à un prix acceptable pour les pays sous-développés. Pourquoi on a réussi ? Parce qu'en accord avec les autorités, on a été dans un mode fast-track sur toute la prise de décision pour garantir le temps nécessaire à la science, c'est essentiel, à la sécurité des produits, et ensuite de compacter tout ce temps
de révision et ce temps administratif pour mettre le produit à disposition beaucoup plus rapidement. Et ça permet d'avoir un prix beaucoup plus vite. La FDA a un système de fast-track. Si vous proposez de travailler sur une innovation majeure, vous avez un fast-track. Et si le produit va jusqu'au bout, parce qu'il a répondu aux attentes qu'on avait portées pour les patients, à ce moment-là, vous avez même un voucher, un ticket, qui va vous servir de coupe-fil pour un prochain processus d'enregistrement. Et ça a une valeur traduite en prix essentiel. C'est plusieurs centaines de millions d'euros qui peuvent être associés à 6 mois, 12 mois, 18 mois de mise à disposition d'un produit. Je peux me permettre? Oui, bien sûr. Pierre, il voulait dire quelque chose. Non, allez-y. Est-ce que c'est vraiment à l'industriel de payer pour qu'on aille plus vite? Est-ce que le système, il n'a pas intérêt Ça fait à ce qu'on aille 25 ans plus que vous le vite? faites aux États-Unis. Non, là, je parle des dispositifs Oui, bien médicaux. sûr. Mais est-ce que c'est pas l'intérêt du système d'aller plus vite? Parce que si on s'accélère pas là, c'est un peu comme les retraites. On est tous à penser que c'est pas très grave parce que on va l'avoir. Alors moi, on est peut-être autour de la table assez jeune, on n'est pas sûr. Mais nos enfants, le système de santé pérenne et solidaire dont on parle, qu'on trouve tous très bien, il ne va pas rester comme ça. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est peut-être pas uniquement aux industriels d'aller plus vite. Pierre-Yves. Non, je veux revenir sur un point qui a été mentionné, c'est le budget. Voilà, on raisonne à l'enveloppe budgétaire, ou alors l'absence de fongibilité. Ou l'absence de fongibilité des enveloppes. Et ça, je crois que c'est une question qui est directement liée à la question du value-based pricing. Pourquoi? Parce que prenons l'exemple d'un médicament qui apporte un bénéfice important aux patients qui sont traités et qui réduit des hospitalisations. Bon, là, le bénéfice, il faut prendre en compte dans cette valeur également les ressources économisées par la baisse des hospitalisations. Mais ça, c'est légitime seulement si effectivement on réduit, le système arrive à réduire les ressources consacrées à l'hospitalisation pour les transférer sur un poste médicament. Et ça, t'as l'impression qu'on le fait bien aujourd'hui? Ah bah non, ça c'est... Moi non plus. Non, il y a 20 ans, les gens mouraient du VIH VIH dans les hôpitaux. Aujourd'hui, les VIH, les patients qui sont VIH, pardon de le dire, mais ils se portent quand même dans l'ensemble très bien. On n'a pas fermé de service. Voilà. Absolument. Donc et si on ne redéploie pas, si on n'entre pas dans cette logique de redéploiement en fonction des bénéfices, etc., il y a toute une partie des bénéfices de l'innovation dont on va se priver. C'est-à-dire qu'on va continuer à payer, à déployer des ressources comme s'il n'y avait pas eu l'innovation, et en plus, on va devoir payer l'innovation. Alors là, forcément, dans ce cas-là, la tutelle va avoir tendance à dire l'innovation, elle a moins de valeur que ce qu'elle pourrait avoir réellement si on mettait vraiment en œuvre des moyens de redéploiement et si on avait une destruction créatrice. Donc c'est vraiment une question très importante, cette question de l'adaptation à l'innovation, et y compris, on remplace du temps de travail par des produits, par des médicaments, etc. C'est une excellente chose d'arriver à faire mieux avec moins de travail. On doit quand même tous s'en réjouir. C'est quand même bien. Créer du travail, créer de l'emploi, etc., c'est pas forcément une bonne chose. Et je voudrais revenir sur ça, parce qu'évidemment, on ne va pas fermer la moitié d'un couloir d'hôpital parce qu'on a optimisé l'hospitalisation avec un traitement plus adapté qui est dispensé en ville et pas à l'hôpital. On comprend ça. Et donc, pour le budget de l'hôpital, à proprement parler, ça ne change pas forcément son équation, malgré les QALY, les DALYs, etc., qu'on aura mis en face. Par contre, pendant ce temps-là, on aura fait avancer la recherche, on aura d'abord soigné le patient, on aura fait avancer la recherche, on aura créé une économie du savoir. La France est une économie du savoir. Je veux dire, l'enseignement, la propriété intellectuelle, c'est extraordinaire. Et puis, troisième point, on aura fait tourner des usines, on aura fait tourner des équipes, et on aura fait travailler les gens ensemble pour progresser, continuer d'avancer. Donc oui, l'impact n'est pas transformé en baisse de coûts pour l'hôpital, mais il est transformé en création de valeur pour le pays. Valérie Paris, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Et vous qui, justement, à l'OCDE, avez fatalement une vision internationale, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a d'autres États qui se débrouillent mieux que ce que disait Pierre-Yves quand il s'agit de réduire les coûts des structures les plus onéreuses, par exemple? Il y a des États qui se débrouillent très bien, en particulier quand ils ont beaucoup de problèmes budgétaires, comme la Grèce ou le Portugal, pour réduire drastiquement les dépenses, mais ce n'est pas forcément au bénéfice du patient, faut quand même le dire. Après, sur cette question quand même d'enveloppe définie en silos, de budget, nous, une des choses qu'on a apprises d'une étude qu'on a fait assez récemment, c'est que finalement, quand les États ou les gouvernements fixent des budgets, donc souvent en silos, ça tient assez peu compte des innovations qui vont arriver ou même des dynamiques de marché, y compris par exemple des expirations de brevets. Dans le domaine du médicament, vous avez des pressions qui s'exercent à la hausse, mais aussi des pressions qui s'exercent à la baisse.
Et finalement, le budget qui est fixé, il est fixé plus en fonction de la contrainte budgétaire, c'est-à-dire que ça sera 0% cette année et 0,5% d'augmentation pour l'enveloppe médicaments l'année prochaine, sans que vraiment on ait pris en compte les innovations ou les expirations de brevets qui vont arriver. Donc je pense que ça, c'est sans doute un progrès à faire pour arriver à une meilleure allocation des ressources. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que pressionner l'innovation, très bien, ok, on comprend. Maintenant, les produits à grande valeur médicale, qui n'ont pas de concurrence parce que difficiles à produire, sont disponibles sur le marché depuis plusieurs années. Pourquoi ces produits devraient voir une pression sur le prix absolu, avec un impact social et sociétal immédiat, alors qu'ils ont une valeur médicale et pour le système de santé qui est essentielle? Alors justement, vous parlez des prix, mais on a un tout petit peu perdu le fait qu'il y a un truc qui est quand même historique, c'est que les prix des médicaments nouveaux atteignent des niveaux qui n'ont jamais été atteints. Donc des 50 000, 100 000 $ par an maintenant, c'est banal. Et il y a plusieurs produits aux États-Unis, mais aussi en Europe, qui sont à 400, 500 000 par an. Et j'ai l'impression que les industriels, ça ne vous dérange pas, on ne s'étonne pas de ça, mais que les académiques, ça ne vous choque pas non plus? Non, vous avez l'impression que ça les vaut? C'est pas si nouveau que ça. Il y a eu des traitements très onéreux, mais qui concernaient des maladies très peu prévalentes, des maladies rares pour lesquelles il y a eu des traitements qui avaient des coûts unitaires très élevés. Ce qui est nouveau, enfin ce qui a complètement changé la donne, c'est le Sovaldi, c'est le sofosbuvir qui est arrivé avec un coût de traitement très élevé et pour une pathologie avec une prévalence très élevée. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est retrouvé avec un problème qui est apparu comme un problème qui devenait budgétaire. Parce qu'un médicament qui concerne quelques patients par an, même s'il coûte 500 000 € par an, c'est assimilable dans le cas d'un budget. Si ça coûte 40, 50, 90 000 $ par an et que ça concerne 10% de la population, là, c'est une autre échelle, c'est un autre problème. Donc c'est surtout ça le phénomène nouveau, c'est jusqu'ici, les médicaments pour des pathologies à prévalence relativement élevée n'étaient pas très chers. Je crois que ce qui inquiète beaucoup les financeurs aussi, c'est le fait que ces médicaments à petite population cible se multiplient du fait de la médecine de précision, des progrès dans la médecine de précision et des progrès thérapie génique, etc., qui concernent les maladies orphelines. On va avoir de plus en plus de ces médicaments. Donc, un grand prix pour une toute petite population cible, ça peut marcher, mais si ça se multiplie, comme le prévoient les instituts comme Evaluate ou IMS qui font des prévisions, ça devient un problème budgétaire. Et je pense que ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est les bénéfices du médicament pour le patient ou le système. Est-ce que c'est d'abord un apport thérapeutique très important? Est-ce que si un patient qui guérit d'une maladie létale, c'est un bénéfice très important? Un allongement de la survie de 1 mois ou 2 mois, c'est un bénéfice beaucoup moins important. Ça fait avancer la recherche, c'est incrémental, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, mais ça ne mérite pas un prix excessif. Alors justement, donc ça pose la question de la valeur dont on n'a pas encore énormément parlé. Donc tout le monde est d'accord, je pense, pour dire que c'est très difficile de mesurer la valeur. Nicolas Bouzou, tout à l'heure, parlait de Angus Deaton, qui disait que l'espérance de vie, par exemple, c'est un mauvais indicateur de la valeur d'un soin. Et Victor Fuchs, qui est le doyen des économistes de la santé, disait que la valeur d'une vie se mesure au nombre de personnes qui sont présentes à votre enterrement. Et donc, si vous êtes très jeune, nous, on a l'impression que ça a beaucoup de valeur, mais finalement, il n'y aura pas grand monde. Alors que si vous avez un âge moyen comme moi, il y aura à la fois mes parents et mes enfants, donc ça va faire beaucoup de monde. Donc peut-être que la valeur d'une vie de quelqu'un de mon âge est plus importante. Mais ça, c'est une décision citoyenne. Quelle est la valeur que l'on veut donner à notre espérance de vie? Ça, c'est à la collectivité de le définir. Une fois qu'on l'a défini une bonne fois pour toutes, on dit 1 an d'espérance de vie à partir de 50 ans, ça vaut 300 000 €, 500 000 €. Très bien, voilà, et c'est défini. Et après, on part de ça. Et là, ça ne peut pas être le laboratoire, le régulateur ou le CEPS qui, de toute façon, est dans un conflit entre une enveloppe budgétaire et ça. Et c'est là où on doit rétablir la valeur citoyenne du soin et la valeur citoyenne financière de la vie. Pierre-Yves, c'est facile de mesurer la valeur d'une vie? Non, il y a une partie. Alors, il y a une partie qui peut être une valeur tutélaire, c'est-à-dire qu'on s'entend sur. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une valeur, on va dire une valeur statistique de la vie, qui soit un référentiel utilisé de manière transversale. C'est-à-dire que Marcel Boiteux avait coutume de dire combien coûte combien coûte la sécurité nucléaire. Enfin, combien coûte Il disait ça coûte très cher parce qu'on dépense beaucoup trop
dans la sécurité nucléaire. C'est-à-dire en dépensant des mêmes sommes équivalentes dans d'autres secteurs, on pourrait gagner beaucoup plus de vies. On pourrait réduire beaucoup plus la mortalité. Ça, c'est la vision utilitariste. C'est la vision utilitariste, mais qui est une vision qui dit des choses. C'est-à-dire, elle dit, s'il y a des endroits où en dépensant peu d'argent, on peut réduire la mortalité, réduire les accidents de la route, etc. Et qu'il y a d'autres endroits où en dépensant les mêmes sommes d'argent, où il faudrait dépenser des sommes bien plus importantes pour réduire aussi le nombre de décès par an de 10 ou de 100, et bien à ce moment-là, il faut faire A plutôt que B. Donc il faut assumer le fait qu'on ne peut pas être dans le risque zéro, on ne peut pas viser un risque, ça n'existe pas. Donc, se dire que le niveau de risque doit être le même à travers que les ressources qu'on dépense pour réduire le risque et pour sauver des vies dans tel dispositif de sécurité, ça devrait être à peu près homogène. Alors, quand on essaye de l'évaluer et de faire ces évaluations transversales, on est consterné, parce que c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs où ça coûte rien, parce que ça rapporte plus que ce que ça coûte, et c'est pas fait malgré tout. Et puis il y a des secteurs où on dépense sur certains diagnostics, par exemple, sur certains tests dans des de prélèvements sanguins, tests de certaines maladies, on dépense des millions par cas évité. Donc on est dans une relative incohérence. Malgré tout, avoir cette vision transversale, avoir cette espèce d'étalon de rod stick, hein, comme disent les Anglais, permet d'identifier des gains d'efficacité en disant on devrait réallouer les ressources. Est-ce qu'on dépense assez d'argent justement dans l'évaluation? Quand vous voyez que la HAS, par exemple, c'est 0,1% du budget du médicament. Bah oui, ça c'est si on regarde les pays qui sont engagés vraiment dans de toute façon, d'une certaine manière, le débat qu'on a aujourd'hui est un peu surréaliste. C'est-à-dire que c'est imaginer que la valeur et que le prix payé pour un médicament puisse être indépendant de la valeur sociale, c'est quand même absurde, quoi. Donc on devrait déjà être tous d'accord, et je crois qu'on est tous d'accord, le prix doit tenir compte de la valeur. Qu'est-ce qu'on inclut dans la valeur, comment on calcule, comment on révise la valeur en fonction de l'information nouvelle, tout ça c'est des sujets qui sont compliqués. Il y a aussi quand même un point, c'est que la valeur, elle n'est pas forcément la même pour tous les patients. Et ça, c'est aussi un point. C'est-à-dire qu'un médicament va être distribué, va servir à tout un ensemble de patients. Il y a au sein des patients qui vont le recevoir, certains qui vont en bénéficier davantage que d'autres. Donc là aussi, on peut avoir des déclinaisons de la valeur pour dire, et des déclinaisons du prix. On peut avoir, il faut des prix différents selon l'indication. On pourrait très bien avoir un menu de contrat de l'autorité qui dit, écoutez, on peut vous donner un prix faible, mais avec des indications thérapeutiques assez larges, ou un prix plus élevé, mais avec des indications thérapeutiques plus restreintes. Parce que sur ce groupe de patients, on sait qu'il y a une valeur, il y a un bénéfice supérieur. Sur les autres, il y a aussi un bénéfice, mais qui est un peu plus faible. On pourrait imaginer ce genre de choses. Dans tous les cas, l'évaluation, ça coûte. C'est des ressources qu'il faut consacrer. Il faut le faire. Il y a un besoin de transparence sur ces questions. Il y a aussi des mécanismes qui ont été proposés par certains. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on a une bonne évaluation, parce que la valeur, on l'évalue, il y a toujours une marge d'incertitude. Et en même temps, on doit prendre des décisions d'admission au remboursement, de mise sur le marché, de prix, qui s'appuient sur cette information imparfaite. Lorsqu'il y a une bonne qualité de l'information, une bonne estimation de la valeur, on pourrait imaginer qu'il y a un prix plus élevé. Qui soit ça aussi. Mais à partir du moment où on entre dans cette logique de rémunérer à la valeur, il faut aussi s'intéresser à la valeur de la valeur, c'est-à-dire la valeur de l'information qui permet d'évaluer la valeur. Et ça, c'est pas gratuit de produire cette information. Mais c'est vrai que si on regarde le budget du NICE pour le budget du système anglais, qui lui est entré dans cette logique de tarification à partir de la valeur depuis quand même des lustres, les ressources qui sont consacrées à l'évaluation, c'est pas juste l'épaisseur du trait, quoi. Moi, je suis beaucoup plus pragmatique, parce que dans le dispositif médical, déjà, on n'est pas dans les mêmes chiffres qu'on a vus tout à l'heure, ça n'existe pas. Et juste pour revenir sur ce point, oui, on peut mesurer la valeur. Il y a déjà des centres qui le font en France. Dans le cadre du CERF Valeur Santé, justement, à l'IHU de Strasbourg, ils mesurent la valeur en santé pour les patients qui sont opérés dans le cadre du colorectal. On sait aussi que ça fait des économies. Ils vont bientôt publier quelque chose, donc c'est un peu un scoop, vous verrez, ça fonctionne. Dans un centre comme Marie-Laine-Longue, où on a aussi la direction qui est là aujourd'hui, ils se sont attachés à est-ce qu'ils peuvent mesurer la valeur? Oui, ils peuvent. Et contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, du moment où on communique, du moment où on explique,
Les médecins sont tout à fait d'accord pour le faire parce que les médecins, ils sont comme nous. Il y a un moment, ce qu'ils veulent, c'est continuer à travailler dans un environnement où on puisse continuer à innover, où ils puissent faire, si on revient à la première table ronde, continuer ou peut-être aussi avoir de nouveaux métiers. On est tous pareils, on est tous dans le même panier. Donc, il y a tout à fait cette ouverture, c'est possible. Maintenant, je reviens au premier point, c'est que ça doit nous aider à trouver des financements spécifiques parce que si on est obtus et c'est qu'on continue à vouloir faire comme on faisait avant, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut accepter de changer des choses, accepter de faire des erreurs et accepter de corriger. Et comme ça, on va y arriver. Et c'est cette volonté qui nous manque. Alors, avant de passer la parole à Guillaume Leroy, peut-être on peut juste dire que c'est un tout petit peu plus facile pour les dispositifs médicaux que pour les médicaments, parce que les dispositifs médicaux, maintenant, sont presque tous connectés. Donc c'est quand même un tout petit peu plus facile de mesurer. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ils ne sont pas tous connectés. Non, mais ils sont de plus en plus connectés voilà. Et à terme, ils le sont tous. Et alors, par contre, il y a en effet tout ce qui est télémédecine, et on en parle à Cham depuis des années. La prise en charge, excusez-moi, vous l'avez vu où? Voilà, donc elle n'existe pas. Donc même s'ils sont connectés, ça aide pas le système. Déjà, c'est le premier point. Et puis non, il y a des dispositifs médicaux qui ne sont pas encore. Bien sûr, merci. Guillaume Leroy, il nous reste 4 minutes. Non, moi, je crois que de cette discussion, ce que je retiens, c'est qu'on a, une fois encore, tous les ingrédients pour construire ensemble le système de santé de demain, qui fera face à ses contraintes économiques, bien évidemment, à sa croissance démographique et à l'arrivée d'innovation. La France est une terre d'innovation. Elle doit être capable d'accepter cette innovation et de donner tous les moyens pour réussir dans l'innovation. Une fois encore, la valeur économique créée par son industrie, 400 000 personnes sur le territoire, par ses centres de recherche, est exceptionnelle. Peu de pays dans le monde ont cette chance. Il doit y avoir 3 ou 4 maximum. Donc moi, je crois qu'il faut se mobiliser, trouver rapidement des nouvelles clés d'appréciation de la valeur et à partir de cette valeur, en définir un prix. Et la valeur, elle est au sens large, pas uniquement du médicament, de la prestation de santé. Ça, c'est le point important. Et de continuer de travailler au service des patients pour apporter des véritables innovations, renforcer ce qui existe déjà, mais apporter de l'innovation, le faire avec responsabilité à tous les niveaux et aussi avec beaucoup d'humilité parce qu'on sait que combattre les nouvelles maladies, ce n'est pas toujours facile. Valérie Paris, si on est bon, apparemment tout le monde est un peu d'accord sur les principes, à part sur la politique industrielle. Non, ça y est, on a progressé quand même. Je pense que vous êtes tous d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, le prix des médicaments reflète bien leur valeur? Donc, par exemple, si on s'intéresse à quelque chose qui parle un petit peu à tout le monde, qui est l'hypercholestérolémie, donc il y a 25 ans, quand les statines sont arrivées, elles coûtaient 10 francs, là où les fibrates coûtaient 1 franc. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles molécules intraveineuses, alors que les statines, ça coûte à peu près 10-15 euros par mois, et ben elles sont à 14 000 euros par an. 14 000 aux États-Unis, non, je crois que c'est ça, mais en France, il n'y a pas. Moins, y a pas. En France, on les a. Ouais, c'est ça, mais. Ce qu'elle a fait un peu moins cher chez nous, non, il me semble. Est-ce que ça a été multiplié par 140? Si j'ai bien compris, ces produits apportent un bénéfice thérapeutique à une petite partie des patients atteints d'une forme rare d'hypercholestérolémie. Donc, ce qui est important, c'est de fixer le prix en fonction de ça et de s'assurer que ces médicaments sont bien utilisés et qu'on ne les substitue pas systématiquement à chaque personne pour chaque personne qui se plaint d'effets indésirables de la statine qu'il prend en ce moment. Donc, c'est le management, l'utilisation appropriée des médicaments est aussi un aspect très important dans la fixation du prix. Je voulais juste revenir sur un point, c'est qu'il me semble important d'être un peu plus précis en France sur la définition de la disposition à payer pour les nouveaux médicaments et pour les médicaments innovants. Moi, je trouve que le modèle norvégien, pour définir cette disposition à payer, est assez intéressant. Ils ont fait un processus de consultation assez long. Ils ont défini différents seuils. Ils se basent sur le coût-efficacité, mais différents seuils de coût-efficacité en fonction de la sévérité de la maladie, des bénéfices que le patient perd s'il n'a pas accès à cette innovation. Ils prennent en compte aussi l'impact budgétaire pour éventuellement réfléchir à une entrée progressive des nouvelles thérapies. Ce n'est pas seulement pour les médicaments. Ils réfléchissent en termes aussi de désinvestissement, c'est-à-dire s'il faut qu'on paye pour ça et qu'on a une contrainte budgétaire, ça veut dire que peut-être il faut qu'on abandonne le financement d'autres choses. Et c'est un processus consultatif qui semble être accepté par la population. Après, la mise en œuvre peut être plus difficile, évidemment, quand on refuse l'accès à des traitements. Voilà. Pierre-Yves, 40 secondes.
Sur quoi? Sur la valeur? Non, je voudrais terminer juste par une petite boutade, moins de 40 secondes. On est tous convaincus que l'évaluation de la valeur doit tenir une place plus grande dans la fixation du prix et dans les décisions de remboursement. Donc la chose que je dirais, c'est la prise en compte de la valeur ne doit pas attendre un grand nombre d'années. Merci beaucoup, merci à tous, merci à la salle d'avoir écouté.